toutes et à tous et bienvenue pour le TAM numéro, j'ai déjà oublié 91 ou 92, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Loïc Jacon sur la thématique des stations de ski, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le réchauffement climatique, l'enneigement n'est pas toujours ce qu'il y a de plus fiable, et il se pose beaucoup de questions autour de la transition et de la capacité des stations de ski à continuer donc à la fin du 21e siècle. Donc, pour ça, donc, comme d'habitude, on va poser une demi-heure de présentation, puis ensuite vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on y répondra, on les reprendra à la fin et on y répondra. Du coup, en attendant, Loïc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Je crois qu'on Ouais, ça marche. Parfait. Eh bien, enchanté. Alors, je suis donc Loïc Jacon, je travaille actuellement au sein du CEREMA, le Centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, à Lyon. Et je travaille dans l'adaptation au changement climatique. Précisément, je travaille chez un site gouvernemental qui sert à référencer le maximum de documents de référence, d'études, de rapports ou d'actions d'adaptation au changement climatique. Mais avant ça, j'étais journaliste spécialisé dans le ski. Je travaillais pour skipass.com. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site dédié aux univers de la randonnée, du ski freestyle et du ski hors-piste. Et j'étais en particulier dédié aux thématiques donc, du ski hors-piste, freeride, de la sécurité en montagne avalanche, de la météo, du matériel. Et donc ça, c'était de 2015 à 2020, début 2020. Et j'ai fait une reconversion vers l'environnement et le changement climatique entamée en 2018 en faisant un master à distance de l'Université Paris-Saclay dédié au journalisme et au changement climatique, une spécialisation qui s'appelle climat et médias. Donc ça m'a mené ensuite au CEREMA. Donc, je ne suis pas journaliste actuellement, mais je continue de faire des choses en journalisme à côté de mon travail, parce que j'écris de temps en temps des articles. Et je contribue à une revue qui s'appelle Les Passeurs, qu'on lance le mois prochain, qui est dédiée à l'avenir des territoires de montagne. Donc, je connais assez bien la thématique du changement climatique et des stations de ski, parce que je connais les deux aspects. Et j'ai fait un mémoire qui traitait de la façon dont les médias couvrent le changement climatique en montagne. Et voilà. D'accord, donc merci pour cette petite présentation. Alors justement, au regard des questions de réchauffement climatique, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique sur l'enneigement des stations de sport d'hiver en France et éventuellement ailleurs? Eh bien, alors, je vais commencer par les changements des températures. Vous savez, je pense à peu près tous. Au niveau des précipitations, on n'a pas de signal précis. C'est plutôt stable. On a l'impression que les cumuls de précipitations annuels sont relativement les mêmes et les projections n'indiquent pas de changement, pas de baisse, pas de hausse particulière, juste toujours une forte variabilité d'une année sur l'autre. La combinaison de ces deux choses fait que les précipitations vont avoir lieu de plus en plus diminuer à cette altitude-là. Tandis qu'à haute altitude, on pense que le manteau neigeux va rester à peu près le même, y compris dans les scénarios pessimistes jusqu'à la fin du siècle. On va dire à haute altitude, je parle de largement au-dessus de 2000-2500 mètres. Et en dessous, on va dire à 1000-1500 mètres, le manteau neigeux diminue déjà. On observe déjà une diminution de l'enneigement naturel. Je crois qu'on est plus de l'ordre de 40-50 cm en moins en moyenne au col de Porte, en Isère, en Chartreuse. Donc ça, c'est l'impact principal, en tout cas sur les stations de ski, parce que les autres impacts du changement climatique, on a le recul des glaciers aussi qui touche l'industrie, mais c'est essentiellement les endroits où il y avait du ski sur glacier en été, comme l'Alpe d'Huez, où le glacier a quasiment disparu. Le Signal d'Isère, si je ne dis pas de bêtises, et sinon surtout Tignes et les deux Alpes, qui ont toujours des glaciers qui continuent d'être exploités l'été et l'automne, mais qui ont de plus en plus de difficultés, puisque les glaciers ont été fermés plusieurs fois ces dernières années, soit plutôt en fin de saison estivale, soit ils n'ont pas ouvert du tout à l'automne parce qu'il n'y a pas suffisamment de précipitations pour les réouvrir. On a aussi un problème en haute altitude avec la glace qui tient les sommets des montagnes à l'intérieur des parois se dégèle avec la remontée des températures et ça provoque des gros effondrements, des gros écroulements rocheux et aussi une déstabilisation potentielle des socles des remontées mécaniques qui sont situés à haute altitude ou des refuges.
Voilà. Après, notre impact en montagne, on a aussi une remontée de la biodiversité, mais ça touche moins les stations de ski directement. Donc la biodiversité remonte en latitude sur le territoire et en altitude. Et on a des problèmes l'été aussi. Typiquement, on va avoir une évolution du stress hydrique, puisqu'on a des précipitations qui ne changent pas beaucoup, mais on a une augmentation de température qui fait qu'il y a plus d'évapotranspiration. Vous avez les plantes qui ont la rosée matin qui s'évapore. Et ça augmentera le stress hydrique en été. Ça décalera aussi les étiages au moment où les cours d'eau sont au minimum. Ça, ce sera plus précoce. Et donc, ça augmentera le risque de sécheresse dans la suite de l'été. Donc voilà, pour le changement climatique en montagne, en station, ça se caractérise essentiellement par une baisse de l'enneigement à basse et moyenne altitude. Donc ça met en péril avant toute chose les stations de ski qui sont sur ces altitudes-là, en particulier dans les massifs comme le Jura, les Vosges, le Massif central, les Préalpes et toutes les stations de basse altitude des Alpes et des Pyrénées. Voilà. D'accord, donc merci pour ta réponse. Et donc justement, est-ce que l'activité de ski, elle est nocive pour l'environnement? Et si oui, pourquoi? Parce que le ski, c'est un sport de nature, on n'imagine pas qu'on puisse abîmer l'environnement, mais est-ce que skier, ça participe au réchauffement climatique? Eh bien, il n'y a pas que le climat, puisqu'il y a aussi d'autres impacts. Sur le côté climatique, le ski en lui-même, pratique elle-même, n'a pas d'impact. Quand vous skiez, vous n'émettez pas de gaz à effet de serre. Même les remontées mécaniques sont essentiellement électriques en France, donc on n'a pas trop d'émissions. Sur un domaine skiable, sur le périmètre du domaine skiable, les émissions, c'est essentiellement les dameuses qui dament la nuit et les motoneiges, et les 4x4 qu'ils utilisent pour de temps en temps faire un peu de voirie. Mais le gros des émissions d'une station de ski, en fait, c'est le transport des gens qui y viennent, le transport des gens qui y travaillent, et les émissions sur le périmètre station de ski, avec un périmètre large qui comprend le transport des personnes. Donc en fait, quand vous allez skier, vous émettez surtout quand vous y allez. Mais c'est un peu le même problème que pour beaucoup d'activités. Typiquement, si vous allez à un festival de musique, c'est pareil. Votre bilan carbone, il est dû à votre transport pour le festival. Sur place, vous émettez rien. Donc le ski sur le climat, il a le problème du déplacement et du logement. Après, la station de ski, elle a des impacts environnementaux sur la biodiversité, sur les sols, sur l'érosion, sur la ressource en eau. La ressource en eau, puisqu'on a des prélèvements pour les retenues collinaires, les canons à neige. Sur la biodiversité, puisque ça consiste à anthropiser la montagne, que ce soit les parkings, les bâtiments, ou bien les remontées mécaniques, les pistes de ski qui sont bulldórisées. On a des études qui montrent que quand on bulldórise une piste pour la faire, on a beaucoup plus de difficultés à faire revenir la biodiversité dessus après. Est-ce que si on fait juste une coupe d'arbres et qu'on les... voilà pour l'essentiel des impacts environnementaux du ski, donc c'est pas une pratique écolo. Alors là, je dis ski, mais c'était ski alpin surtout. Je suis parti direct dans ce que je connais mieux. Le ski de fond a un impact bien moindre, puisque c'est essentiellement le damage des chemins. Dans des champs, il n'y a pas de grosses infrastructures, il n'y a pas d'anthropisation, très peu. Et le ski de randonnée, pareil. Le ski de randonnée, vous n'avez pas de remontée mécanique, vous avez juste l'accès, donc vous avez le même problème de gaz à effet de serre de transport. Mais vous avez quand même beaucoup moins d'impact sur l'environnement de montagne, même si, à partir d'un certain niveau de fréquentation, on remarque tout de même voilà, c'est l'impact du ski. Donc c'est vraiment quelque chose d'indirect, surtout, en termes climatiques. D'accord, donc c'est des phénomènes plutôt indirects d'après ce que tu dis. Et est-ce que du coup les stations elles font des efforts ou, pour limiter leur impact ou est-ce que c'est que du greenwashing, c'est que des effets d'annonce et avec peu de résultats? Ça dépendra à qui vous demandez. Moi, je vais répondre que c'est en grosse partie du greenwashing, même s'ils font des efforts, parce que je trouve que leur communication est légèrement hypocrite. Mais là, ça reste vraiment mon avis. Pour faire jusqu'à cet automne, il n'y avait pas vraiment de gros engagements environnementaux de la part des stations de ski. Il y avait quelques bricoles qui étaient faites à droite à gauche, mais chacun dans son coin. Il y avait quelques labels qui avaient été créés comme le Flocon Vert, mais qui n'engageaient pas grand-chose et qui ne changeaient pas des masses le bilan que je viens de vous présenter.
Cet automne, les stations de ski ont présenté 16 éco-engagements sur 5 domaines différents, le climat, la biodiversité, les déchets, la ressource en eau, et un dernier que j'ai oublié. Sur le climat, ils ont annoncé, vous allez comprendre facilement, ils ont annoncé qu'ils visaient une neutralité carbone des domaines skiables en 2037. Sauf que ça ne concerne que le périmètre des remontées mécaniques, c'est-à-dire le domaine skiable. Donc comme les remontées mécaniques sont déjà électriques, en fait, ça ne concerne que les dameuses. Et en gros, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils allaient participer au développement de la dameuse à hydrogène pour pouvoir être neutre. Ça veut dire qu'ils ne se préoccupent pas de l'impact environnemental dû au déplacement des touristes ou de leurs propres travailleurs, qui pourtant, comme je vous l'ai dit avant, représentent la stat, c'est 57% des émissions d'une station de ski, et les logements à peu près 20%. Donc, ils considèrent que c'est pas dans leur périmètre en tant que station de ski, donc ils laissent ça à d'autres. Donc pour moi, c'est un parti du greenwashing d'annoncer une neutralité carbone du domaine skiable, alors que les gens, enfin à Courchevel, vous pouvez venir en avion. Vous pouvez vous poser directement à l'altiport et aller faire du ski dans une station qui sera neutre en carbone. Je pense honnêtement que là-dessus, ils se foutent un peu de gueule. Après, d'autres engagements qu'ils ont pris, comme la biodiversité, ils ont dit on s'engage à compter le nombre d'espèces qu'il y a sur notre truc, sur notre station. Très bien, ça change absolument rien. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient réfléchir à leurs prochains aménagements. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient arrêter de faire des remontées mécaniques dans tous les sens. Ils ont fait quand même des engagements qui sont peu contraignants et qui, de ce que j'ai compris, parce que j'ai quand même assez de contacts dans cette industrie, consistaient surtout à faire une liste de ce qu'ils faisaient déjà, à le mettre un peu en synchro avec les autres et à le présenter. Dans l'urgence, parce qu'évidemment, en 2020, si on n'a pas des éco-engagements, on n'est pas une industrie responsable. Donc, ils ont fait le strict minimum pour faire en sorte qu'on pense que aller skier, ça va, ça pose pas trop de problèmes. Moi, je suis un peu dur, mais il y a du travail, quoi. Il y a des gérants de stations qui disent exactement ce que je dis là, qui sont pas satisfaits de la façon dont le gros de l'industrie du ski, qui est représenté par Domaine Skiable de France, donc c'est une chambre industrielle, syndicale, je sais plus, qui rassemble 250 stations. Et c'est eux qui pèsent de tout leur poids dans les négociations avec le gouvernement quand il veut les fermer. Et c'est eux qui ont pris ces engagements. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Et justement, c'est plutôt quelles stations qui sont, enfin c'est plutôt les grands domaines qui poussent pour continuer à en gros faire des domaines avec plein de remontées, ou alors c'est plutôt les petits domaines qui poussent pour l'écologie, ou alors c'est l'inverse parce que les petits domaines c'est leur seule ressource. Est-ce qu'il y a une différence en fait entre les tailles de domaines et la place qu'ils prennent? J'ai du mal à répondre oui parce que je connais des contre-exemples dans chaque catégorie et je ne sais pas en moyenne qu'est-ce qui pousse plus dans un sens que de l'autre. Il y a des petites stations qui s'entêtent dans le tout ski et qui achètent des canons à neige alors qu'elles vont mourir dans 20 ans. Et de l'autre côté, il y a des grosses stations qui s'engagent à fond dans l'environnement et qui essaient de s'en mettre en question. Donc c'est un peu difficile à répondre à ça. Réfléchissent au maximum à ce qu'elles peuvent faire, se rendre compte que tout à l'heure j'étais dur, mais c'est vrai qu'effectivement elles ne sont pas responsables de la façon dont les gens viennent concrètement. Elles peuvent que faire de l'incitation, mais ça se fait. À Rèche-Beaufort, par exemple, vous allez skier à Rèche-Beaufort, si vous vous arrêtez en bas à Beaufort et vous êtes en covoiturage, vous avez une réduction de forfait. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est déjà des bons débuts. Ça montre qu'ils ont compris le problème et qu'ils essaient d'y répondre. Honnêtement, il y a quand même pas mal de petites stations qui s'inquiètent puisqu'elles savent qu'elles sont face au mur climatique, on va dire, à court terme, au sens 5, 10, 15 ans, 20 ans. Là où les grosses sont quand même pas très stressées puisqu'elles savent qu'elles n'ont pas trop de problèmes pour les 30 ou 40 prochaines années. Et c'est vrai qu'on a quand même une prise de conscience plus élevée du côté des petites et moyennes stations de basse altitude, je pense. Dont certaines qui carrément, je connais l'exemple de Métabier sur lequel je travaille depuis plusieurs mois, qui est dans le Jura, et qui a enclenché sa transition climatique officiellement cet automne, en disant nous, on veut être prêts à arrêter le ski dans 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2030, la station ferme. Ils ont acté la planification de leur fermeture. Et derrière, ils savent qu'ils vont avoir une baisse de chiffre d'affaires, donc ils se donnent 10 ans pour essayer d'enrayer au maximum cette baisse en développant d'autres activités. Ils se retrouvent à réfléchir au fait on n'est plus dans les années 60 où on développe n'importe comment, et ils se disent, là, si on développe de nouvelles choses, il faut qu'on le fasse de manière intégrée dans le territoire, en tenant compte d'une réelle durabilité. Donc, ils font des choses un peu plus sobres, ils misent sur une luge d'été, le vélo, parce qu'ils étaient là assez bon, et des pistes de vélo, et surtout ce qu'on appelle le contemplatif, c'est-à-dire de la randonnée. Amener des gens en haut de leur plateau pour leur montrer un peu comment
comment c'est beau au final du sommet de la station. Mais ils savent que ça va leur faire perdre une bonne quantité de leur chiffre d'affaires. Ils s'attendent à une diminution de 3 à 5 de leur chiffre d'affaires, sachant que leur chiffre d'affaires à la station de Métabier pèse pour 30% du chiffre de l'industrie touristique du territoire où ils sont, au Doubs. Donc c'est un gros gap qui va leur arriver, et ils en sont conscients, ils l'ont présenté aux élus, aux socioprofessionnels, et ils leur ont pas dit en mode qu'est-ce que vous en pensez, ils leur ont dit c'est comme ça. Parce que en fait, ils ont fait faire une étude climatique qui leur a montré qu'en 2040, la station elle serait plus rentable du tout. Dès 2030, il peut y avoir des problèmes. Donc ils se sont dit on a 10 ans pour acter de notre virage, dans 10 ans, il faut qu'on soit prêt à fermer, à faire autre chose. Donc eux, ils ont un niveau de conscience qui n'a rien à voir avec les grosses stations des Alpes du Nord, par exemple, qui ne font pas face au même risque, pour le coup. Ouais. Justement, ça pose un peu la question du coup du modèle. Est-ce qu'il y a un autre modèle pour des vallées qui sont très dépendantes du ski? Aujourd'hui, on pense à la Tarentaise. La Tarentaise, c'est des dizaines de grands domaines. C'est les Arcs, c'est Val d'Isère, c'est Tignes. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de faire vivre un territoire aussi bien sur Monta, mais de le faire vivre tout simplement sans le ski, sans le ski? Ben, il y a une phrase très cliché que nous, on ne supporte plus entendre à force d'avoir entendu, mais qui est très juste, qui était, je pense que c'était soit un directeur de l'ESF, soit un de Domaine Ski de France, qui avait dit l'ère du tout ski, c'est fini, mais sans ski, tout est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire que du ski. Le moment de développement du ski des années 60, 70, 80, il est passé, quoi. Mais par contre, actuellement, on est encore dépendant du ski, et si on arrête le ski, les vallées ne vivent plus. Donc ça, c'est clair et net, notamment voilà, la Tarentaise, c'est un peu le cœur névralgique du ski en France. La Savoie, elle pèse 40% du marché du ski en France, et le gros est dans la Tarentaise. C'est essentiellement cette zone-là. Par contre, eux, ils sont quand même moins à risque du changement climatique, voire peu, et à échelle vraiment plus longue, quoi, s'ils sont à risque. Pour eux, je m'inquiète plus par rapport à des évolutions sociétales, de clientèle, de contexte sociopolitique, ouais. Enfin, vous m'avez compris. Et typiquement, c'est des choses qu'on leur dit depuis des années. On leur dit, vous savez, vos flux touristiques, c'est un flux, et un flux, ça peut se tarir un jour. Et puis, ils n'écoutaient pas, quoi. Puis, alors, là, la crise du Covid de l'année dernière, elle remet les pendules à l'heure à tout le monde. D'un coup, toute l'industrie du tourisme, pas que des sports d'hiver, se rend compte qu'effectivement, ils sont dépendants de flux qui ne sont pas éternels, qui peuvent freiner, qui peuvent diminuer, qui peuvent s'arrêter. Donc là, on a une remise en question actuellement qui est vraiment très très intéressante à suivre de la part de toutes sortes de stations, là où avant, c'était quand même réservé aux petites stations dont je parlais avant. Il y avait surtout elles qui disaient, nous on a un problème parce qu'on a bientôt plus de neige. Et là, tout le monde se dit, en fait, on a un problème parce que nos territoires, et là je parle plus au sens juste station de ski, mais vraiment territoires, vallées entières, voire départements, sont hyper dépendants du tourisme et des gens qui viennent. La Savoie, je ne sais plus, c'est peut-être 40 ou 50% de son PIB qui est dépendant de l'industrie touristique, directement et indirectement. C'est hyper lourd. Ça veut dire que s'ils ont comme cet hiver, ça va être compliqué. Donc il faut qu'ils réfléchissent à comment sortir de cette dépendance-là. Et le problème du ski, c'est qu'il a une forte, on va dire, intensité capitalistique. Il coûte beaucoup, mais il rapporte beaucoup. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé encore un truc de remplacement qui rapporte autant. Et on n'en trouvera pas, en fait. C'est pour ça que ça fait 15 ans qu'on n'arrive pas à faire la fameuse diversification dont on parle depuis des plombes, parce que à chaque fois, on essaie de remplacer une activité par une autre qui en rapporterait autant, et on n'en trouve pas. Donc la piste, c'est de remplacer le ski par un portefeuille d'activités, et pas forcément seulement touristique. On peut tout à fait réfléchir à de l'artisanat de montagne, de la micro-industrie comme il y avait et comme il y a toujours dans la vallée de l'Arve, à de l'agriculture, de la sylviculture, à d'autres formes de tourisme. Il y a tout qui reste à inventer et à faire, pour le coup. C'est vers ça qu'on s'oriente. Clairement, dans les territoires où ça y réfléchit, où ça commence à enclencher des planifications de transition, c'est ces voies-là qui suivent. D'accord. Et du coup, est-ce que les skieurs, les touristes, ils ont un rôle à jouer là-dedans? Puisque donc, on voit bien, ça dépend aussi. C'est un flux qui vient parce qu'il y a des moyens, mais est-ce que les citoyens, les skieurs, ils peuvent agir et à quel niveau, finalement? Oui, alors je vais faire un petit peu de sociologie connue, c'est 8% des gens vont skier tous les 2 ans au moins, tous les 1 ou 2 ans. Parmi ces 8%, c'est essentiellement des cadres supérieurs quand même. Ouais, je crois que c'est la moitié. Et le reste, c'est des patrons. C'est quand même une pratique, le ski alpin, qui est très marquée sociologiquement parlant. Et c'est des gens qui ont des moyens et de l'influence.
au sens pouvoir de décision. Donc oui, ils peuvent totalement influer sur l'évolution des territoires, puisqu'ils peuvent choisir de se dire, ok, bon, on accepte que le risque climatique est là, et que si il n'y a pas de neige, ben on vient quand même, on fait autre chose. Et ça le faire comprendre ni aux skieurs même, ni aux stations de ski que c'était possible. Et cette année, avec la crise du Covid, ben, on se rend compte que c'est totalement possible, en fait. Il aura juste fallu qu'on soit forcé de le faire, parce que les stations de ski sont fermées. Et d'un coup, on a des stations qui se rendent compte qu'elles ont plein d'atouts autres que le ski alpin, des stations des territoires, et des gens qui se disent, mais en fait, à part le ski alpin, il y a plein de trucs à faire. Et c'est des trucs cool. Surtout que la population évolue assez vite, on va dire, dans la prise de conscience écologique. Et à établir leur diagnostic, quand ils sont annoncés aux socioprofessionnels que la station allait fermer, ça a été plus facile que l'annoncer aux élus, parce que les sociopros, ils leur ont dit, mais donc les sociopros, c'est les gens qui gèrent les magasins, qui font encore des activités dans la station de ski, qui sont dépendants de la station de ski. Ils leur ont dit, mais en fait, nos clients, on pense qu'ils sont déjà prêts pour ça. Ils savent qu'ils viennent skier dans une station de basse montagne, où il y a des problèmes déjà, il y avait déjà des problèmes d'enneigement avant, avec des années mauvaises. Et ils sont prêts à changer d'activité et à faire autre chose. Ils sont déjà intéressés. Donc c'est assez positif quand même comme réflexion de dire quoi. Et ils ont un rôle, et en plus, ils sont déjà en train de le jouer. Justement, tu disais que les stations avaient d'autres atouts à faire valoir, on le voit bien cette année. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que il y a quand même beaucoup moins de monde dans les stations, même si elles offrent quelque chose. On prend les chiffres qui tombaient pour les réservations en vacances février, c'était moins 54%. Donc, même s'il y a moins de monde qui vient, c'est un peu brutal. Complètement. Et même là où il y a eu du monde, les gens dépensaient moins. On s'est rendu compte que le chiffre d'affaires, même s'il y avait des gens, il était en baisse, parce que bon, il y avait aussi la fermeture des restaurants, la fermeture de pas mal de choses. Ouais, non, c'est évident que cette année, malgré tout, dans le cas de Métabier, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent, on ne veut pas être au pied du mur et avoir à faire la transition en une saison, parce que ça marche pas, ça se fait pas comme ça. Et là, ce qu'on fait avec le Covid, c'est qu'on fait ça, on fait une transition forcée globale sur toutes les Alpes en une saison. C'est impossible, personne n'était prêt pour ça. Et le message global qu'on doit retenir des gens qui travaillent sur le campus de Grenoble et ailleurs, les chercheurs, je parle donc dans le domaine universitaire, sur la transition des territoires de montagne et des stations de ski, c'est que ça prend du temps. On pourrait être prêt à un arrêt ou une baisse forte des remontées mécaniques et de leur fonctionnement. Il faut avoir anticipé tout ça au maximum pour que l'activité du territoire se soit restructurée, pour que dans le tourisme, on ait d'autres choses à proposer et qu'on ait des gens qui vivent peut-être d'autres activités que le tourisme, qui sont moins dépendantes des flux touristiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de sylviculture, agriculture, artisanat, etc. Et est-ce que l'été, finalement, aurait un rôle à jouer en lissant, finalement, parce qu'aujourd'hui, les stations, elles ont un revenu sur 4 mois. Est-ce que l'été a un gros rôle à jouer ou alors c'est bon, enfin, y a pas, c'est pas si important que ça, finalement? C'est une question compliquée. Le problème de l'été, c'est qu'il vraiment il rapporte moins d'argent. Parce que forfait, l'essentiel des gens vont faire de la randonnée dans les régions, et ça ne dépense pas en station. C'est-à-dire que quand les gens viennent en été en montagne, ils vont plutôt en vallée, et pas assez peu en station. Les stations sont quasiment mortes, en fait. Dès hors saison, c'est vraiment mort, mais même l'été, c'est pas fou. Donc l'été, à mon avis, a du potentiel dans de la diversification d'activités, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire un énorme... En tout cas, ça compensera pas l'activité des skis, clairement. Actuellement, je sais plus, j'ai perdu mon ordre de grandeur, mais je crois que sur le business du tourisme en France, en montagne, on doit être sur 2 tiers hiver, 1 tiers été, pour un même nombre de nuitées, donc de nombre de gens qui viennent. C'est assez fou quand même. Et on aura du mal à faire une balance. Et surtout, plus on fera une balance, ça veut dire qu'il faudrait augmenter fortement le nombre de gens qui viennent en été, ce qui posera d'autres problèmes de fréquentation, etc. Et c'est une marotte de l'industrie depuis longtemps, parce que quand on parlait de diversification des activités, c'était souvent sous-entendu le tourisme 4 saisons. Donc faire venir les gens sur toute l'année pour faire d'autres activités. Et je pense qu'il faut le faire quand même, mais je ne suis pas certain que ça suffise à compenser une baisse de l'activité ski dans les territoires où ça va s'arrêter. J'ai peur qu'on
ce qui se passe, c'est qu'il y a une montée en gamme des stations de ski les plus hautes qui deviennent un produit de luxe. Là, le ski se raréfie et devient vraiment un produit consommé que par l'élite. D'accord. Donc, merci pour ta réponse. Alors, à présent, on va un peu passer aux questions de l'Assemblée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et éventuellement prendre la parole. Je vais vous réactiver la possibilité des micros. Donc là, on a une question d'Anne Sarah qui nous demande pour que les stations de ski mettent en place des réelles actions, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'une autre entité, donc par exemple l'État, fixe des normes à respecter ou des objectifs, plutôt qu'elle-même, ou est-ce que ça serait de l'ordre du possible? Ah, c'est très politique comme question. Moi, je suis entièrement d'accord, parce que je ne suis pas très libéral dans l'âme, et je pense, enfin, j'ai aucune confiance dans aucun secteur à s'auto-brider, on va dire, pour ne pas faire du business, parce que ça voudrait dire faire ça, en fait. Typiquement, le secteur aérien, actuellement, il n'est pas en train de se brider pour éviter d'augmenter ses émissions. Bon, là, à cause du Covid, c'est une autre paire de manches, mais sans contraintes réglementaires, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin. Et effectivement, au niveau des stations de ski, ouais, si vous les écoutez et que vous leur posez la même question, elles vous diront mais on est déjà ultra bridé, on ne peut pas planter un poteau en montagne, les téléphériques, se faire arroser de subventions publiques pour faire des canons à neige. Pour donner un ordre d'idée, le plan neige de Laurent Wauquiez en région Rhône-Alpes, il a consacré plusieurs dizaines de millions d'euros à la neige de culture, au canon à neige depuis 2016. Ça, c'est de l'argent public, donc c'est une question clairement politique, par exemple. Et ils se sont fait retoquer par une des entités, l'Adréal, récemment, parce qu'on s'est rendu compte. Ceux qui suivaient le dossier de près le savaient, mais c'était vraiment open bar. L'agriculture, on n'était même pas obligé d'expliquer pourquoi c'était, et il n'y avait pas vraiment de vérification que ça n'allait pas être contre-productif en termes de changement climatique au bout de 5 ans, 10 ans. Donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup à faire encore pour que soit qu'on les contraigne, soit qu'elles-mêmes elles agissent et qu'elles prennent conscience de ce qu'il y a à faire pour qu'elles soient vraiment durables. Je sais pas. Je pense que oui. D'accord. Merci pour ta réponse. J'espère que Anne-Sara a des éléments à ces questions. Lucie pose une question sur est-ce qu'il n'y aurait pas un risque que les stations qui sont peu impactées se retrouvent avec une fréquentation absolument intenable, ou alors ça va, comme tu le disais, aller uniquement vers une évolution vers le loisir de luxe? Est-ce que, par exemple, on se retrouvera à Tignes avec 30 000 personnes, alors qu'avant il y en avait 10 000? Ouais, je ne suis pas très inquiet par la surfréquentation à ce niveau-là, parce que je pense que le marché s'adapte. Donc oui, s'il y a de la demande, ils en joueront. Il y a déjà une montée en gamme en fait dans les stations de ski depuis 5-10 ans. C'est devenu pareil une marotte. Tout le monde essaie de faire ça parce que pourquoi j'en sais rien en fait, parce que c'est juste que si les gens qui viennent ont plus d'argent, ils dépenseront plus et eux ils font plus de chiffres sans augmenter la fréquentation. En fait, il y a deux raisons. La raison numéro une sur le fait qu'on monte en gamme dans les stations de ski, c'est parce qu'on a un problème de lit. Et on a une fréquentation limitée dans les stations de ski parce que les lits disponibles à la location sont restreints. On en a un certain nombre. Et en fait, quand une station dit on est complet pour les vacances de février, ils sont complets sur les lits qui sont à la location. Et ça peut aller jusqu'à 50, 60, 70% des lits de la station. Mais le reste, c'est les lits des gens en résidence secondaire qui viennent ou pas. Et qui sont souvent là qu'une semaine ou deux par an. Et c'est ce qu'on appelle les lits froids. Donc en fait, on a un gros problème en station de ski depuis très longtemps qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est que les propriétaires privés qui ont acheté des apparts ou des maisons ou des chalets, etc., et qui viennent qu'une fois par an, et ben, ils ne mettent pas en location leur truc le reste du temps. Et donc les stations ne sont jamais vraiment complètes. Donc je ne m'inquiète pas trop pour la fréquentation, ça se gérera tout seul par le marché, entre guillemets, enfin je m'inquiète pas trop. Je trouve pas ça génial, mais je pense que la montée en gamme continuera, que le ski continuera de devenir de plus en plus un produit de luxe. L'autre chose qui fait qu'il monte en gamme, c'est parce que tout bêtement, la classe moyenne et les classes populaires n'ont pas les moyens de faire du ski. Donc ils attirent les clientèles qui peuvent, qui sont les clientèles les plus friquées, qui sont celles qui ont un pouvoir d'achat qui augmente. Les seules, hein, si on regarde les chiffres des inégalités en France depuis 30 ans, il n'y a que les classes supérieures qui arrivent à gagner dans des mesures assez, on va dire, élevées. Donc forcément, ils s'adaptent et ils vont chercher ce genre de clientèle. D'accord. D'accord, merci pour ta réponse.
Et alors, Julien pose une question sur la prise en compte des changements. Je parlais tout à l'heure d'un risque d'évolution sociale pour les grandes stations. Si les changements donc des mentalités sont pris en compte par les stations en parallèle des problèmes d'enneigement. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils cherchent à faire, à prendre en compte autant dans leur marketing que dans leurs actes, finalement? Eh bien, en fait, oui, et peut-être même plus que les problématiques d'enneigement. C'est-à-dire qu'avant le Covid et avant les 2-3 dernières années, on va dire, où vraiment la prise de conscience climatique, on va dire ce qu'on appelle l'effet Greta est arrivé. Bon, donc on va dire, moi, quand j'ai bossé, c'était 2015, 2016, 2017, où je me plongeais pas mal dans les stats et où je rencontrais beaucoup d'acteurs. La grande peur, c'était la stagnation du marché du ski et l'érosion de la clientèle. Parce que le marché du ski en France et même dans le monde, il est en stagnation depuis déjà 10-15 ans. En stagnation, ça veut dire qu'on n'augmente pas trop, assez peu en CA, on n'augmente pas beaucoup en fréquentation. Et ça, c'est pas bon dans un monde qui vit de la croissance. Donc il y avait déjà une inquiétude là-dessus. On se demandait quel allait être le nouveau potentiel de croissance, le nouveau marché. Alors il y en avait qui misaient gros sur la Chine. Certains se disaient carrément, on va faire venir les Chinois en France parce qu'ils vont être des millions à skier. D'autres se disaient, mais ils viendront, les grands ponts chinois, ils verront nos superbes remontées mécaniques et nos canons à neige et pour leur en vendre au taquet. Ça, c'était la politique de Laurent Wauquiez d'ailleurs. Malheureusement, ça ne se passe pas aussi bien que ça. Les Chinois, ils n'ont pas trop envie de venir skier en France. Et en France, notre clientèle, elle s'érode par le bas. C'est-à-dire que ce qui inquiétait beaucoup, et qui inquiète toujours l'industrie plus même que la neige, parce que c'est vraiment du court terme pour eux, du court moyen. Une pyramide des âges en France qui évolue, qui fait qu'il y a de moins en moins de jeunes. Mais dans le monde du ski, ça évolue encore plus vite que la pyramide des âges normale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une déperdition des jeunes générations qu'on a du mal, je connais des gens qui travaillent vraiment sur ces questions, on a du mal à savoir d'où ça vient. Évolution de, je sais pas, de goût, de pratique. Le ski, ça a l'air d'être un truc un peu moins à la mode, un peu moins cool qu'il y a 10, 15, 30 ans, où à cette époque-là, on rentrait des vacances de Noël avec la marque du masque, on était cool, quoi. Actuellement, peut-être que ça s'est un peu perdu, et donc, ils se disent, mais le problème, c'est que ces gens-là, leur société actuellement, elle vieillit et elle va disparaître. Donc, ouais, ils étaient vraiment stressés par ça. Et depuis 2 ans, s'ajoute à ça, 3 ans, la prise de conscience climatique. Elle était déjà là avant, hein, le problème était déjà là avant, mais ils n'en avaient pas trop conscience. Et là, ils commencent vraiment à se poser des questions, puisqu'on a des canicules qui s'enchaînent, on a des hivers mauvais qui débutent, etc. Bon, là, après, aujourd'hui, leur problème, c'est le Covid. Ils repenseront au climat plus tard. Sauf les petites stations de très basse altitude qui, comme Métabier, pour qui c'est demain. Et effectivement, oui, j'ai vu, je crois que j'ai vu passer dans la question, ça parlait du Flixam. Effectivement, il s'inquiète aussi de ça, il s'inquiète aussi beaucoup du Brexit, parce que en France, on a 75% des skieurs qui sont français. Et dans le quart de skieurs, typiquement, les Courchevel, les Méribel, et Chamonix, c'est des stations à grosse quantité de Britanniques qui viennent et qui ont des appartements, etc. Donc le Brexit les inquiète beaucoup. On a aussi des Russes qui viennent bien dépenser à Courchevel. Après, sinon, c'est beaucoup de Hollandais et un peu d'Allemands. Les Suisses, ils skient chez eux en général. Donc ouais, ces clientèles-là évoluent aussi. Je ne suis pas sûr qu'on puisse encore détecter un signal sur l'évolution des pratiques de l'avion. Le Flixam qui est venu du Nord, on a eu du mal un peu à le trouver dans les statistiques quand même, au-delà des variabilités annuelles classiques. Et là, de toute façon, la crise du Covid, elle casse tellement tout que à un point que les experts eux-mêmes ont du mal à comprendre et à anticiper de ce que sera après. D'accord, écoute, merci pour ta réponse. Ensuite, il y a une question sur l'impact du ski de randonnée, alors pas sur le climat, mais bien sur la biodiversité. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de gens qui se mettent au ski de randonnée, ça ne va pas finalement abîmer l'environnement? On pense au tétras dans les Alpes, par exemple. Est-ce que ça va l'abîmer? Est-ce que c'est finalement plus écolo? Ça reste plus écolo qu'une station de ski. Donc, clairement, on n'a pas des gros bâtiments, on n'a pas du chauffage. Mais on a quand même des problèmes, effectivement, dès qu'il y a surfréquentation par rapport à la faune. C'est à peu près le seul problème que je vois de la rando sur place. Après, le matériel de ski, honnêtement,
Ouais, c'est sûr que il faut aussi s'inquiéter quand même des vestes, des skis eux-mêmes, du matos. Ça reste, les skis, c'est pas recyclable, par exemple. Pour l'instant, c'est toujours pas faire. C'est vu que c'est, enfin, du matériau composite pressé en sandwich. Les vestes, par contre, on arrive à faire du très très bon éco-responsable maintenant. Limite, vous achetez une veste Patagonia, vous sauvez des ours, quoi. Et au final, vu qu'on a limité en grosse partie l'impact sur place, il reste à s'occuper de ces questions-là, donc du matériel et surtout du transport. Si vous faites de la rando, il faut vous faire du covoiturage, vous trouvez des moyens de monter skier en limitant au maximum les gaz à effet de serre. Et justement, un peu sur cette question de l'impact environnemental, finalement, qu'est-ce que les stations peuvent faire? Alors, mis à part pour le dernier kilomètre, où tu disais à Rochefort avec du covoiturage, réduction du forfait, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour par exemple, pour les Parisiens qui viennent skier, on parlait des Anglais, des Hollandais, là, c'est plus compliqué de faire du covoiturage depuis Amsterdam. Oui, complètement. Et j'ai vu qu'il y a un commentaire qui disait qu'effectivement, le ski rando a quand même un impact sur la végétation aussi, c'est vrai. Tout à fait. Ça reste vraiment mineur par rapport à une station de ski, quoi, du ski alpin, mais quand même. Enfin, surtout si la surfréquentation, ça devient pas négligeable. Et oui, les stations de ski et les territoires de montagne, je pense qu'ils ont un gros rôle à jouer politique, au sens faire en sorte qu'on se pose les bonnes questions et qu'on mette en place les bons plans pour changer notre mobilité. Parce que, bah, de toute façon, il faut changer la mobilité vis-à-vis du changement climatique et des émissions de gaz à effet de serre à échelle globale en France. Et en montagne, encore plus, parce que c'est un endroit où, si on n'a pas de voiture, pour l'instant, on ne vit pas en montagne. Il n'y a rien qui est fait pour ça, quoi. Donc il faut absolument se poser les questions, pas attendre que tout le monde ait des véhicules qui soient électriques ou hydrogène ou je ne sais quoi. Il y a un truc qui est à la mode, s'appelle les ascenseurs valéens. C'est un nom très stylé qu'on a donné au téléphérique qui permettent de monter du fond de vallée en station. Donc le transport par câble est une des choses qui sont mises en avant, et surtout le renouveau des lignes de train est un des axes les plus intéressants à mon goût, puisque c'est bête, mais on a défoncé notre réseau ferré au fil des années pour diverses raisons. Et actuellement, on est en train de se rendre compte que c'est complètement con d'avoir fermé les lignes de train de nuit, par exemple. Et on est en train de rouvrir des lignes de train de nuit. C'est très bien, il faut. Il y a des lignes d'Eurostar. Je sais que les stations de ski se sont battues pour la ligne d'Eurostar récemment parce qu'elle a été mise en péril. C'est très bien aussi. Je pense qu'ils pourraient faire encore plus. Pour se bouger vraiment, pour réfléchir à la mobilité en vallée et depuis les centres urbains où il y a leur clientèle jusqu'à eux. Ouais, c'est un peu du yaka faucon, mais il y a du. Là, c'est un peu tôt parce que qui est pas le côté diminution des émissions de gaz à effet de serre, je suis pas encore complètement top. Mais le prochain numéro de la revue pour laquelle je travaille, il s'appellera Les questions. Et les questions que ça implique. Alors, je ne sais pas pour moi, mais tes derniers mots ont été un peu hachés, donc je ne sais pas si tout le monde a entendu. C'est possible, ouais, j'ai ma connexion qui lâche un peu. Je disais, dans le prochain numéro de la revue pour laquelle je travaille, notre dossier il s'appellera La montagne zéro carbone, donc on va se poser des questions sur ça. Mais pour l'instant, j'ai pas encore trop de réponses. Je sais pas s'il se fait tant de choses que ça même. Je connais des gens qui travaillent sur la mobilité en montagne, mais c'est encore vraiment les balbutiements, quoi. C'est les débuts. Je pense que c'est un des axes où il y aura beaucoup de boulot prochainement. C'est à la fois de l'urbanisme, c'est à la fois de. Enfin, il y a de tout à faire. D'accord, eh bien, merci pour ta réponse. Alors moi, j'avais une question qui était relative à l'enneigement artificiel. Parce que donc, l'enneigement artificiel, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a rien. L'eau, elle est souvent prise localement. Alors, quel impact ça a sur l'environnement et est-ce qu'il y a un impact qui est que sur l'environnement ou est-ce que les gens ils ont envie de skier sur la neige artificielle toute l'année? Donc, comment ça se passe un peu avec ça? Ouais, c'est une question intéressante parce que il y a beaucoup, beaucoup de débats sur l'agriculture. En plus, moi, je suis encore des espèces de restes de mon époque dans l'industrie et j'utilise la novlangue qu'ils ont forcé tout le monde à utiliser. Donc, neige de culture et enneigeur, c'est les termes business de Domaine Skiable de France qui vraiment fait des documents où ils disent on ne dit pas cadre en neige, on dit enneigeur, on ne dit pas neige artificielle, on dit neige de culture. En fait, on peut dire ce qu'on veut. Et concrètement, neige de culture, ça n'a aucun sens. Bref, donc, neige artificielle, effectivement, il n'y a pas d'adjuvant. Il y en a eu des époques qui ont été lancées, mais les domaines français ont déjà, c'est de l'eau et de l'air, sous pression, ceux qui savent pas.
tout bêtement. Donc ça consomme de l'eau, de l'énergie, des canalisations et un peu de bétonnage, d'anthropisation et des retenues collinaires. C'est pas négligeable dans la mesure où c'est fait. Les prélèvements en eau, en fait, on va dire que l'industrie a ses arguments en disant les prélèvements en eau qu'on fait ne sont pas très gros, c'est rien comparé à tant de piscines dans une ville, etc. De l'autre, les écolos, ils arguent sur le fait qu'à l'endroit où sont faits ces prélèvements, il n'y a pas tant d'eau que ça. C'est vrai. Il y a quand même... ils décalent en fait, parce que leur argument c'est de dire mais le cycle de l'eau, de toute façon, l'eau on la prend, puis après on la remet dans le sol, quoi. Il y a une partie qui s'évapore, mais en fait ça décale quand même un petit peu les étiages, ça a quelques impacts localement à ce niveau-là. Pour moi la question c'est surtout est-ce que c'est durable, enfin est-ce que c'est rentable d'installer des canons à neige dans une station de ski qui est à 900 mètres ou 1000 mètres d'altitude en 2020? Clairement non. Et c'est pour ça qu'on a des études climatiques, je peux vous envoyer des choses si ça vous intéresse, comme ClimSnow, qui sont faites de plus en plus par des experts, qui modélisent, c'est ce qu'ils ont fait en fait à Métabier, c'est ce qui leur a montré qu'ils étaient dans le mur en 2040, même de 2035. Ils modélisent l'enneigement de la station de ski dans les prochaines décennies, en tenant compte de la neige de culture et du damage. Et ils voient si ça suffit à ouvrir 60-70 jours par hiver, parce qu'en dessous de ce seuil-là, une station n'est pas rentable. Donc la neige de culture, pour moi, c'est pas encore acheté à la poubelle, c'est à faire avec parcimonie dans le cadre d'une transition, en gros. Mais le coût de ce que fait la région Rhône-Alpes depuis 4 ans, de mettre vraiment d'envoyer, d'arroser de subventions publiques sans se poser aucune question, c'est problématique. Donc je suis un peu au milieu entre les domaines et les écologistes radicaux, on va dire. Certains ils diraient non, il ne faut plus du tout en faire, d'autres ils veulent juste faire que ça en disant que c'est une mesure d'adaptation. Et en vrai, c'est un débat qu'on a en interne dans mon travail, parce que donc, je travaille sur le site qui référence les mesures d'adaptation au changement climatique. La neige de culture, c'est une adaptation au changement climatique. Avant, c'était juste une mesure d'adaptation face à la variabilité naturelle. Au début, quand ils ont fait des canons à neige, ils ont fait des canons parce qu'ils voulaient arrêter d'être dépendants de la météo qui changeait. Et les années sans neige, ils voulaient être tranquilles. Maintenant, c'est devenu une mesure d'adaptation au changement climatique. Sauf qu'en adaptation au changement climatique, une adaptation, elle marche, enfin, elle a un potentiel d'adaptation, et à partir d'un certain niveau de réchauffement, si elle ne marche plus, et qu'à l'inverse de diminuer la vulnérabilité, elle augmente, parce qu'elle ne fonctionne plus du tout, en culture, c'est une maladaptation à partir d'un certain point, quand il fait trop chaud pour qu'elle fonctionne. Parce qu'elle nous aura mené dans le mur, et qu'il sera trop tard pour faire une transition, et qu'on sera juste en train de faire une station de ski. Donc il faut réfléchir à court moyen terme, 10-15 ans, pour voir si notre neige de culture qu'on va installer, elle sert à quelque chose, ou si elle nous mène juste dans le mur, ou alors si c'est fait en parallèle d'une transition comme à Métabier. On l'a entendu, je ne sais pas si ça n'a pas coupé à la fin. On a entendu que ça devait être mené dans le cadre dans le cadre d'une transition, comme c'était fait à Métabier. Pour revenir un peu sur les questions des mobilités en station, il y a Ludo qui pose une question pour le rôle des cars. Est-ce que les cars ont un rôle à jouer? Parce que dans les Alpes du Sud, il y avait des lignes de cars peu chères depuis Nice. Depuis Lyon, il y a des journées ski, enfin cette année non, mais avant des journées ski à 6 € en bus, tout compris. Donc est-ce que c'est une hypothèse possible et acceptable? Oui, personnellement, je pense que oui. Même si c'est des bus à essence ou au diesel, le ratio d'émissions par passager restera toujours inférieur à une voiture individuelle. C'est aussi des bus qu'on peut on peut les électrifier et on peut faire des flottes à hydrogène. Donc c'est comme les trains, je pense que ça reste des choses à privilégier. Tout ce qui est transport en commun, de toute façon, c'est à privilégier, ouais, tout simplement. D'accord, merci de ta réponse. Et donc Alexandre qui pose une question sur la conservation de neige d'une année sur l'autre. On avait vu que ça avait pu se faire notamment dans les Aravis, je crois, à une époque pour la Coupe du monde de ski de biathlon. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il y a des choses à faire là-dessus? Oui, je sais que ça se fait. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est significatif par rapport aux quantités de neige dont ils ont besoin pour enneiger une station entière. Je pense que ça doit pouvoir dans certains cas être utile. Le risque, c'est que plus il va faire chaud au fil des années, et plus l'été, ça va être, je pense, difficile à conserver. Ça fait partie du portefeuille de solutions qu'ils ont en tout cas. En Suisse, Autriche, ils le font beaucoup aussi. En Suisse, en Autriche, ils bâchent les glaciers aussi l'été. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est assez hallucinant.
Ils mettent des grandes bâches blanches sur les glaciers, parce que les glaciers, en fait, l'été, ils noircissent à cause des pierres qui tombent des alentours, et ça augmente l'albédo, ça augmente la fonte, ça fait une boucle de rétroaction qui les fait fondre encore plus vite. Donc ils les bâchent pour les rendre bien blancs et que ça fonde le moins possible. C'est assez effrayant à voir, mais donc c'est parti de voilà ils font ça, ils font à la fois des gros tas de neige qu'ils mettent sous bâche et ils bâchent les glaciers et ça aide ça aide vraiment à les prolonger. Hein. On a des études qui montrent que l'exploitation des glaciers en Autriche et en Suisse diminue leur perte de masse par rapport à des glaciers qui ne sont pas exploités. Souvent en France, je vois des commentaires de gens qui disent oui, bah, laissez les glaciers, à force de les exploiter, vous les faites fondre plus vite. Bon, c'est plus compliqué que ça. Cependant, je ne suis pas spécialement pour continuer d'exploiter les glaciers, mais en tout cas, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et les glaciers, c'est foutu, hein, je vous le dis, hein, même en réchauffement limité à 1,5 degré, 2 degrés, à la fin du siècle, c'est plié, quoi, la plupart. Des nouvelles réjouissantes, mais ouais, pardon. il faut les accepter comme telles. Et justement, tu parlais de l'Autriche, etc. Mais qu'est-ce qui se fait dans les pays alentours? Est-ce qu'ils sont confrontés au même problème? Est-ce qu'il y a des changements, il y a des différences de gouvernance qui rendent la transition plus facile dans les autres pays? Ou alors ils sont dans la même situation que nous et finalement ça n'avance pas trop? Malheureusement, que du Covid a raté les événements, j'aurais dû aller pour faire un peu du partage d'expérience concret. J'ai l'impression qu'ils se posent les mêmes questions, ils ont les mêmes problématiques, ils ont des super domaines où ils prévoient de grandes liaisons pour faire des trucs qui affichent des gros nombres de kilomètres de pistes sur les dépliants publicitaires, et des gens qui s'y opposent parce qu'ils trouvent que ça n'a aucun sens. C'est ce qui se passe en France aussi, dans plusieurs secteurs. Donc je vois qu'ils se posent aussi des questions, mais je ne sais pas s'il y en a qui ont enclenché des transitions. Sur la question de la transition et de la gouvernance des stations de ski, c'est vrai que je n'en ai pas trop parlé, mais en France, on a un peu un blocage de gouvernance, en fait, parce qu'une station de ski, c'est un truc compliqué, c'est une entité c'est une hydre, quoi. Il y a plusieurs têtes, il faut que tout veuille aller dans la même direction. C'était déjà un problème avant quand il faisait du business, c'est encore plus un problème maintenant qu'il faut faire une transition parce que personne n'a même idée en tête de ce qu'il faut faire. Pour faire un très résumé, une station de ski, c'est une commune avec une mairie qui est élue, qui décide de faire souvent ce qu'on appelle une délégation de service public, une DSP qui court sur 30 ans, qu'elle va signer à un prestataire, la plupart du temps privé, qui donc lui va exploiter le domaine skiable pour 30 ans. Une fois que c'est fini, soit il s'en va et c'est un autre qui reprend, soit il continue. Donc il a ses 30 ans pour faire son business. Il y a quand même des investissements à faire, mais en général, la période suffit à les rentabiliser. En plus de ça, donc on a une mairie, il y a aussi un office du tourisme qui est plus ou moins lié, mais qui peut être pas forcément en accord avec les remontées mécaniques et l'exploitant. On a des détaillants, des socioprofessionnels, on a les ESF, on a les hébergeurs. Et tout ce monde, il faut arriver à le tirer dans la même direction pour faire une transition. Donc ça, c'est compliqué. D'accord, merci pour ta réponse. Il y a une question de François à présent qui a vu plusieurs stations équiper les pistes d'éclairage afin de développer le ski nocturne. Est-ce que c'est rentable et est-ce que ça peut attirer une nouvelle clientèle? Est-ce que c'est peut être une solution pour eux pour finalement maximiser les heures de ski puisqu'on skierait la nuit? Quel effet ça a? Je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres sur ça. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est dérisoire ou au contraire significatif dans les fréquentations des quelques stations qui le font. Je sais que Champs-Rousse le fait, on le voit depuis Grenoble, 2-3 autres, mais je crois que c'est genre 1 ou 2 soirs par semaine, donc par rapport aux journées, ça doit quand même pas être non plus énorme. C'est partie des choses qu'ils peuvent mettre en place. D'accord, merci. Alexandre pose aussi la question des élus, des habitants. En fait, on a parlé des sociopros, des élus, etc. Mais quelle vision portent les habitants des territoires de montagne sur les évolutions à venir, puisque ceux qui y sont sans être des vrais acteurs du ski, donc ce ne sont pas des loueurs de ski, etc., ceux qui habitent là-bas, quelle vision ils ont sur ça? Non, déjà, je sais pas, parce que j'y suis plus en montagne. J'ai grandi dans les Hautes-Alpes, mais c'est très 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 différent d'une personne à l'autre, d'une vallée à l'autre, d'une région à l'autre. Je pense que le Jura, les Vosges, le Massif central n'ont pas du tout la même vision même que les Alpes. Dans les Alpes, on n'a pas la même vision entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord. Il y a plusieurs phénomènes. Je sais, dans les Hautes-Alpes, d'où je viens, la démographie augmente d'une manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'augmentation. Enfin, on a une petite augmentation de la population, mais elle masque surtout des gros effets qui sont le départ des locaux et l'arrivée des néo-ruraux.
la population qui change fortement parce que les gens locaux, ben, les jeunes, ils partent à la ville, puis ils vont étudier, puis quand ils étudient, ils font ça. Et à l'inverse, on a des gens qui viennent vivre dans ces régions-là, qui sont eux, qui ne sont pas des locaux, mais qui ont un mode de vie un peu différent, une culture différente. Et ça fait souvent des oppositions localement entre donc, ceux qui ont grandi dans les régions et qui ont une vision potentiellement plus classique du développement touristique qui les a un peu sortis de la misère, hein, parce que c'est concrètement ce qui s'est passé en montagne. Des néo-ruraux qui sont souvent eux plus avec une appétence écologiste, mais qui n'ont pas trop la problématique de comment vivre parce qu'ils ont déjà un travail, ils n'ont pas trop de problèmes. C'est vraiment difficile, garde, surtout. Et clairement, ça se fait avec les habitants, une transition. Eh bien, merci pour ta réponse. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des questions. Moi, j'en avais un peu sur le cas des... parce que là, on a beaucoup parlé des Alpes, mais est-ce qu'il y a d'autres massifs où c'est vraiment différent? Par exemple, le Massif central, c'est un peu particulier comme ski aussi, ou les Pyrénées, est-ce que ils sont dans les mêmes situations? Je vais vous faire un partage d'écran rapide avant qu'on finisse. Je vais voir si j'arrive. Hop. Est-ce que vous voyez une carte avec, enfin plusieurs cartes avec des couleurs? Là, actuellement, oui, c'est en train d'arriver. Encore. Oui, on voit. Ok. Alors, donc Massif central, Jura et Vosges, je ne peux pas vous dire, j'ai pas de données dessus, mais je sais que c'est la misère, et que ce sera la misère plus vite que partout ailleurs. Ça, en fait, ces cartes-là, c'est des cartes de l'évolution de la viabilité de l'enneigement des stations de ski. Pas toutes, mais ils en ont pris 170, je crois, donc il y en a quand même pas mal par rapport aux 250, 300 en France. Pour faire très simple, en bleu, c'est une station qui peut fonctionner avec que de la neige naturelle. De 2 à 4, 5, ça fonctionne avec l'aide de la neige de culture et du damage. Et à 6, 7, la station n'est pas viable même avec des canons à neige. C'est-à-dire que la limite moyenne de l'enneigement, elle est trop haute par rapport à la moyenne des remontées mécaniques. Et en fait, vous voyez ma souris, je crois, hein, oui. Oui. 86-2005. Ici, on est en 2030-2050. Donc là, c'est les Alpes en haut et les Pyrénées en bas. Dans les Alpes, en 2030-2050, c'est un scénario pessimiste, le RCP 8.5, mais en vrai, à cette échéance-là, il n'y a pas de grosse différence avec les autres scénarios. On voit que dès cette échéance-là, dans les zones, donc le Vercors, la Chartreuse, les Préalpes et certaines zones dans les... Je crois que ça a sauté un petit peu. et aussi dans le bas, dans les Alpes du Sud, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué pour beaucoup de stations et surtout dans les Pyrénées dès le milieu du siècle. Ce que veut dire cette figure-là, c'est ça. Ça veut aussi dire, cette figure, on le voit dans les deux cases de droite, c'est la fin du siècle, donc 2080-2100. En scénario pessimiste, RCP 8.5, ou en scénario optimiste, RCP 2.6. Le 2.6, c'est qu'on reste à peu près à 2 degrés. Donc on respecte plus ou moins l'accord de Paris. Le 8.5, c'est par contre, on continue d'émettre comme des malades jusqu'à la fin du siècle. Et bah dans l'Ain, on a quasiment plus de ski. Je crois qu'il reste 23 stations peu près viables. C'est un chiffre. Stations qui seront vraiment probablement mortes dès le milieu du siècle dans les basses altitudes, mais on aura encore des stations qui seront viables en enneigement. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est le 2030-2050. On voit que les problèmes ils vont arriver assez vite, et surtout dans les Pyrénées. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Effectivement, ça va être compliqué beaucoup plus pour les Pyrénées et surtout les Vosges, Massif central et Jura. Après, ces massifs-là, concrètement, si on s'en préoccupe pas trop, c'est aussi parce qu'ils pèsent pour peut-être 10% du marché du ski. Le marché du ski, c'est 75% dans les Alpes. Et dans les Alpes, l'essentiel, c'est les Alpes du Nord. D'accord. Et la Savoie, 40% toute seule. Et dans la Savoie, la moitié en parenthèse. Donc, d'accord. Eh ben, écoute, merci pour ta réponse. Je sais pas si Exactement, oui, voilà. est-ce que alors Ludo, une question, est-ce qu'il y a d'autres stations qui vont pas se créer alors que celles en danger vont fermer? À mon avis, non.
parce qu'on n'est plus dans les années 60-70 où on pouvait faire sortir de terre ce qu'on voulait n'importe où. On a heureusement quand même une réglementation qui est beaucoup plus stricte et environnementalement parlant, on fait plus ce qu'on veut. Je doute qu'il y ait encore de gros développements dans l'industrie du ski dans les prochaines années. On aura des liaisons. Actuellement, ce qu'ils font, c'est encore ça, parce que faire des liaisons, ça permet de faire des super domaines, et les super domaines, ça fait des gros chiffres et ça attire les clients. C'est comme ça. Et en vrai, quand on fait une liaison Alpe d'Huez de Alpes, c'est que pour ça, essentiellement. Parce qu'en termes de ski, ça apporte pas grand-chose. Donc ça va arriver. Mais je pense pas qu'on aura de grosses stations qui sortiront du sol. On s'est fini cette époque-là. Ça paraîtrait tellement absurde, il y aurait tellement de résistance. D'accord. Tout comme, enfin, ça peut arriver, mais tout ce qui est ski-dome, quoi. Tignes a voulu faire un ski-dome au bord du lac, faire un espèce de frigo géant, c'est complètement absurde. Ils ont essayé, ils ont fait un projet et tout, et puis ça a fait tellement de bruit que la mairie a abandonné, mais ils ont voulu le faire quand même. Donc c'était un ski-dome, piste d'intérieur, et une vague de surf. Ça, on aura peut-être qui voudront le faire, ouais, ils sont capables. C'est particulier. Écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Donc, merci à toi d'avoir répondu aux questions. J'espère que ce thème vous a plu. Donc, à tout le public, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour le thème 93, je crois, qui sera sur le rôle des ONG dans l'humanitaire. Mais vous aurez tout ça par mail dès demain. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et merci. Un grand merci à vous pour votre accueil, c'était super.